Bonjour à tous. Donc effectivement, c'était normal que vous n'ayez pas de son, puisque j'avais coupé le son en attendant qu'il soit bien 14h35 pour pouvoir démarrer. Et tout de suite rentrer dans le sujet. Donc je vous remercie de votre présence donc, pour ce webinaire qui va reprendre les quelques nouveautés fiscales qui concernent les particuliers. Donc je suis Sylvain Guignon, je travaille au pôle épargne de Bourse Direct. Donc je suis amené à être votre interlocuteur en matière de placement épargne complémentaire des comptes titres ou comptes PEA que vous pourriez disposer chez Bourse Direct. Donc je vous remercie et donc on va pouvoir commencer. Alors, ces nouveautés fiscales, pour une fois, je vais également revenir sur la loi de finances rectificative pour 2022, puisqu'il y a une petite nouveauté qui a été insérée dedans qui concerne les revenus fonciers. Ensuite, effectivement, la loi de finances pour 2023, et ainsi et quelques dates à retenir et quelques points de précision sur certaines choses. Et si possible, je vous demanderai de garder vos questions pour les poser à la fin. Ça m'évitera de faire je dirais le déroulé. Enfin, ça me permettra de gagner du temps à rechercher les questions dans le chat ou à utiliser la fonction question-réponse. Donc attendez à la fin, ça sera parfait, sachant que voilà, encore une fois, il y a de nombreuses questions en matière de fiscalité où c'est relatif à votre situation particulière, donc qui pourra pour moi être difficile à répondre. Alors là, donc j'espère que maintenant tout le monde nous entend bien. Alors tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet, donc effectivement, le point qu'on va retrouver qui provient de la loi de finances rectificative pour 2022, c'est notamment l'augmentation du plafond du déficit foncier, qui sera imputable sur le revenu global en cas de rénovation thermique. On parle bien de rénovation thermique. Vous allez le voir dans le déroulé, hein, il y a une deuxième slide qui précise les points. Donc effectivement, sur 2023, 2024 et 2025, vous aurez la possibilité d'imputer jusqu'à 21 400 euros de déficit foncier sur vos revenus bruts globaux. Sous effectivement certaines conditions. Alors temporaire, effectivement, il y a une petite précision qui fait que les devis 2022 seront acceptés à partir du moment où ils sont à compter du 5 novembre, qui est la date de dépôt de l'amendement, avant le vote définitif de la loi. Et donc, effectivement, comme je disais, ça sera sur les revenus 2023 à 2025, donc sur les déclarations 2024, 2025 et 2026 que vous aurez à faire au mois de mai, comme toujours. Alors maintenant, c'est là où il y a un peu plus, je dirais, de précision et de flou, puisque on parle de travaux de rénovation énergétique, mais la liste des travaux éligibles doit être fixée par décret. Et bien sûr, on est assez proche du dépôt, du vote et de promulgation pardon, de ces lois de finances. Donc, les décrets arrivent avec quelques mois derrière de retard. Donc, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, la liste des travaux éligibles n'est pas connue. Par contre, le critère et la condition qui est bien connue, elle, c'est que ces travaux de rénovation thermique, elles doivent permettre de passer d'une classe énergétique E, F ou G à une classe A, B, C ou D. Donc, dans ce cas-là, vous devrez réaliser 2 diagnostics de performance énergétique. Le premier devra être réalisé avant les travaux et le deuxième après les travaux, avec au plus tard le 31 décembre 2025. Alors, effectivement, tout cela demande encore à être précisé. Ça, c'est vraiment la teneur du projet de loi de finances. On a les instructions fiscales, toutes ces choses-là, tous les bulletins du BOFIP, donc qui précisent, je dirais, comment va s'appliquer tout cela. Donc là, en l'état actuel des choses, c'est encore un peu compliqué de pouvoir bien avoir une bonne visibilité sur ce dispositif. Et donc, de toute façon, le rehaussement, lui, ne s'applique qu'à concurrence des travaux éligibles, bien sûr, hein. Les dépenses classiques, elles restent éligibles à un seuil à hauteur de 10 700 euros, qui lui demeure, hein. Il n'y a pas de changement sur le sujet. Donc ça, c'était le petit point qui figurait dans le projet de loi de finances rectificative pour 2002. Le projet de loi de finances 2023, enfin la loi de finances maintenant, c'est plus des projets puisque ce sont des lois qui ont été adoptées. Eh bien, on a alors depuis, on a voulu donc le projet de loi de finances a été déposé en septembre.
pour un vote effectivement dans le courant décembre. Et en septembre, donc, il a été constaté une inflation de 5,4%. Alors, hors énergie, enfin non, c'est hors tabac. Tabac et voilà, si vous regardez les chiffres de l'INSEE, vous allez retrouver au mois de septembre ce taux de 5,4%. Donc, ce qui fait que ces derniers temps, on a vu plutôt une revalorisation autour de 1, 1,5, ce qui veut dire que donc là, on a un relèvement de 5,4% des tranches d'imposition, ce qui implique un revenu constant d'une année, enfin entre 2023, entre 2022 pardon, et 2021, revenu constant, votre impôt va diminuer. Donc ça, c'est pour bien tenir compte de l'inflation. Et alors juste, oui, je voulais le reprendre parce que lui, il existe toujours. Donc contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, pour rappel, qui a été créé en 2011. Donc là, c'est sur une fraction du revenu fiscal de référence. Et vous avez un taux en fonction si vous êtes personne seule ou couple soumis à une imposition commune. Donc là, il y a une absence d'indexation. Donc les tranches, elles ne bougent pas. Ensuite, donc, en règle générale, donc cette revalorisation du barème à hauteur de 5,4%, bah, elle se diffuse effectivement à nombre de plafonds, d'abattements et autres déductions. Donc là, en l'occurrence, on se place effectivement là au moment je dirais, pour arriver entre le revenu brut et le revenu net fiscal, donc notamment la déduction forfaitaire de 10% pour les frais professionnels. Donc là aussi, les deux chiffres indiqués ont été relevés de 5,4%. Pour rappel, pour une personne, il y a un minimum de 472 euros qui est plafonné à 13 522 euros de déduction pour frais professionnels. De même, l'abattement sur les pensions, qui est un abattement également de 10%, où là, effectivement, on a un minimum à 422 euros et un plafond à 4 123 euros. Donc là, ça s'appréhende par contre par foyer fiscal. Donc quand vous êtes un couple de retraités, effectivement, c'est un abattement que vous allez partager. Et également, un abattement qui vient encore après, c'est en faveur des personnes âgées ou invalides. Donc l'abattement est également revalorisé de 5,4%. Donc là, c'est 2620 euros quand le revenu brut global est inférieur à 16 410 euros et 1310 euros quand le revenu net global est compris entre 16 410 et 26 400 euros. Voilà, donc ça, on est au tout début de la page 2 de l'avis d'imposition. Effectivement, c'est juste avant le revenu net imposable. Alors, il en découle aussi également la revalorisation des déductions issues du plafonnement des effets du quotient familial, et donc dans les mêmes proportions. Hein. Pour rappel, effectivement, chaque demi-part supplémentaire ne peut vous donner plus de 1670 euros de réduction d'impôt. Et on est à 839 euros pour des quarts de part, sachant que le quart de part, c'est pour une garde alternée, par exemple, pour un enfant. Maintenant, on a aussi les situations au niveau des personnes seules, où là, on a des abattements, enfin des plafonds beaucoup plus importants, où là, la baisse de fiscalité pour la demi-part supplémentaire peut être de 3 950 euros pour une personne seule, donc lorsqu'elle a un enfant à charge. Et lorsqu'elle n'a pas d'enfant à charge, on est à 1002 euros, donc en l'absence d'enfant à charge. Pour une personne seule, ça, c'est quand on a une demi-part supplémentaire. Ensuite, donc, l'avantage fiscal accordé aux contribuables veufs ayant des enfants et des personnes invalides à charge. Donc là, on est à 1868 euros. Également, ça, ce sont des chiffres revalorisés de 5,4%, comme je le disais. Et ça, c'est dans le calcul de l'impôt. Ces demi-parts ou parts supplémentaires donc, sont plafonnés. C'est ces montants. Ensuite, suite des effets du plafonnement, notamment le rattachement d'un enfant. Donc, on était aux alentours de 6 000 euros cette année. Donc là, on est à 6 368 euros pour le rattachement d'un enfant, c'est-à-dire que ça, c'est l'équivalent d'une pension alimentaire. Hein. Le maximum que vous pourrez déduire de votre revenu imposable, de ce que vous versez à votre enfant ou des frais que vous serez amené à régler. Et on a également donc les contribuables qui bénéficient de demi-parts supplémentaires de quotient familial, donc invalidité, pension d'invalidité, carte de combattant, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt susceptible de compléter celle résultant de la majoration du quotient familial qui lui est accordée par ailleurs. Le plafonnement de cet avantage fiscal est de 1 673 euros. Là, c'est effectivement en fonction de votre situation. Vous avez déjà eu
je dirais, les effets du plafonnement du quotient familial ci-dessus, eh bien, vous pouvez avoir en plus une réduction d'impôt complémentaire. Donc là, c'est vraiment des cas exceptionnels. Donc ensuite, dans la méthode de calcul, on a aussi toujours la décote en vigueur. Donc, pour rappel, lorsque le montant de l'impôt est inférieur à un certain montant, une décote est appliquée à ce montant afin d'alléger la pression fiscale. Voilà. Donc là, en l'occurrence, pour le calcul de l'impôt 2023 sur les revenus perçus en 2022, donc pour une personne seule, donc la décote, elle va être égale à la différence entre 833 euros et 45,25% du montant de l'impôt. Donc là, c'est le montant de 833 qui a été revalorisé de 5,4%. De même pour une imposition commune, où la décote est égale à la différence entre 1378 euros et 45,25% du montant de l'impôt calculé. Sachant que cette décote est plafonnée, donc à 1840 euros pour une personne seule et 3045 euros pour un couple soumis à imposition commune. Ça, c'est la limite de l'application qui découle du calcul qu'on a vu ci-dessus. Alors un petit rappel, effectivement, une petite modification au niveau de la modulation du prélèvement à la source, puisque donc là il y a une slide, je crois, à la fin comment dirais-je, du webinaire qui va rappeler les dates un peu pour 2023, mais donc là, lorsque vous constatez une baisse de revenus par rapport aux années précédentes, notamment N-1 ou N-2, puisque je vous rappelle que là, en début d'année, votre taux de prélèvement à la source, là, 2023, eh bien, il se base sur les revenus de 2021. Il faudra attendre septembre au plus tard pour qu'il se base sur les revenus 2022. Donc s'il y a des fortes modifications, vous pouvez le moduler, sachant qu'auparavant, il fallait qu'on ait une baisse de 10%, enfin supérieure au moins, d'au moins 10% pour pouvoir constater cette modulation. Donc ce taux a été abaissé à 5% pour les revenus qui seront perçus à compter du 1er janvier 2023. Donc, ce qui vous permet, je dirais, d'accéder plus facilement à la modulation et notamment à la baisse, si vous voulez, de votre taux de prélèvement à la source, puisque on a divisé par deux le taux de baisse possible. Alors, donc, cette revalorisation du barème qu'on a vu auparavant, au tout début, découle effectivement d'une revalorisation également du barème de ce qu'on appelle le taux neutre. Si vous n'avez pas souhaité que votre entreprise, les impôts communiquent à votre entreprise votre taux de prélèvement à la source, et bien effectivement, voilà, là, dans ce cas-là, c'est le taux neutre qui s'applique. Et là, donc, j'ai repris les premières tranches. Hein, donc, vous voyez, c'est 1518 euros de revenus imposables. Donc là, on est à zéro. Et comme vous voyez, tous ces revenus se sont vus revaloriser de 5,4% pour arriver jusqu'au taux le plus haut qui est de 43%. Ça, on parle de taux neutre, hein. Après le taux personnalisé, ça, c'est des choses d'ailleurs qui seront affichées sur votre prochain avis d'imposition. C'est vrai que ces dernières années, on avait eu l'affichage parfois du taux de prélèvement à la source, parfois on ne l'avait pas. Maintenant, seront affichés sur votre prochain avis d'imposition la tranche marginale d'imposition, enfin votre tranche marginale d'imposition, ainsi que votre taux de prélèvement à la source. Alors là, ici, ce sont vos revenus imposables nets qui figurent sur votre salaire. Ça, vous prenez votre feuille de salaire, normalement, vous avez votre revenu imposable en bas, et c'est sur ce montant qui est calculé ce taux, enfin qui est prélevé ce taux. Sachant que là, on est bien d'accord, c'est le taux neutre, hein. Sachant que votre taux peut être tout autre si vous avez choisi ici de faire le taux personnalisé ou le taux de votre foyer fiscal. Ça, vous retrouvez toutes ces informations-là sur le site des impôts. Alors, concernant le crédit pour l'emploi d'un salarié à domicile, donc les personnes qui ont eu recours au salarié à domicile ouvrant droit à un crédit d'impôt devront indiquer dans leur déclaration de revenus, donc dès le mois de mai de cette année, la nature des services effectués. Alors là aussi, il y aura des indications de la part du fisc sur les différentes catégories et rubriques à remplir. En gros, c'est plus ou moins un sondage pour justement essayer de réviser ce dispositif et pourquoi pas l'améliorer, puisque pendant le Covid, il y a eu notamment les cours de soutien scolaire à domicile, enfin pas à domicile, mais en ligne,
qui avaient été prises en compte, enfin, sur lesquelles il y avait une dérogation. Donc je pense que c'est aussi pour voir un petit peu la nature de toutes ces dépenses et pour pouvoir, je dirais, améliorer le dispositif et peut-être l'orienter sur certains pans spécifiques. Également, pour cette loi de finances, donc alors dès vos revenus donc de 2022 que vous déclarerez l'année prochaine, c'est le plafond pour les frais de garde d'enfants de moins de 6 ans. Donc auparavant, quand effectivement c'est les sommes versées à titre de garde à l'extérieur du domicile, donc typiquement les enfants qui sont en crèche, vous aviez un plafond qui était retenu de dépenses à hauteur de 2 300 euros. Hein, vous pouviez déclarer 5, 10, 15, 20 000 euros de dépenses. Le plafond était à 2300, le crédit d'impôt n'était que de 1150 euros. Eh bien, ce plafond, même si ça reste une augmentation importante en relatif, mais ce plafond est relevé à 3500 euros. Donc, ce qui fait que là où auparavant on avait un crédit d'impôt de 1150 euros, on se passera à 1750 euros de crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfants de moins de 6 ans à l'extérieur du domicile. Ensuite, petit point, effectivement, la demi-part supplémentaire en faveur des veuves d'anciens combattants. Auparavant, on avait une condition d'âge. Effectivement, il fallait que la veuve, ait plus de 74 ans pour obtenir cette demi-part supplémentaire. Donc maintenant, il n'y a plus du tout de condition d'âge. Et cette mesure s'applique effectivement pour la prochaine déclaration, ce qui veut dire les revenus 2022. Ensuite, on a notamment autour des logements vacants et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, des élargissements. Et d'une, sur cette taxe sur les logements vacants, habitables mais inoccupés. Donc pour l'instant, on était dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement. Donc essentiellement des communes de plus de 50 000 habitants. Vous aviez donc une taxe de 12,5% la première année, de 25% la seconde année. Donc là, ces taux sont relevés, pardon. Donc il y avait 17% pour la première année, 34% pour la seconde année. Sachant que la quantité de communes éligibles à ce dispositif également élargie, puisque la taxe sur les logements vacants est étendue aux zones tenues. Je ne pense pas qu'il manque une lettre. Donc, ce qu'ils appellent, c'est par hypothèse ayant moins de 50 000 habitants, défini en tenant compte des prix élevés à l'achat et de l'allocation ou une proportion élevée de résidences secondaires. Voilà. Là, ça reste une définition assez vague, sachant que, comme vous pouvez le voir, la liste des communes nouvellement concernées à compter de 2024 sera établie par décret à paraître. Donc, une déficit, alors tendu, je ne suis pas sûr, hein, sur la zone, c'est bien zone tenue hein, qu'ils appellent ça. Donc après, c'est des appellations qui leur sont propres, mais vous inquiétez pas, il y aura un décret qui va édicter quelles sont ces communes éligibles, pardon. Effectivement, bon là, c'est pour élargir aux communes de moins de 50 000 habitants. Voilà, donc cependant, les communes peuvent, sur délibération avant le 28 février, instituer la taxe sur les logements vacants dès 2023. Voilà, donc c'est apparaître en 2024, mais on peut déjà d'ores et déjà voter le taux dès cette année, enfin pour la prochaine taxation, si vous voulez. Alors là aussi, donc, sur la majoration de la taxe d'habitation, pas de changement, hein. Là, c'est effectivement résidence secondaire située dans une commune où est perçue la taxe sur les logements vacants. Donc, vous voyez, c'est en lien avec ce que je disais auparavant. Une simple délibération du conseil municipal peut décider d'une majoration comprise entre 5 et 60%. Et donc, compte tenu on l'a vu auparavant, alors toujours à déterminer, mais quelle sera cette liste de communes. Mais donc, l'extension des communes soumises à la taxe sur les logements vacants va découler également l'extension des communes qui pourront également voter cette augmentation, cette majoration pardon, de 5 à 60% de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc là aussi, hein, comme je disais, la liste des communes nouvellement concernées à compter de 2024 sera établie par décret, mais qu'elles peuvent déjà enfin que les communes peuvent, sur délibération avant le 28 février, donc instituer la majoration dès 2023. Qu'est-ce que je disais? Oui, effectivement, et bon,
Maintenant, on y est, hein, vous savez tous, la taxe d'habitation sur les résidences principales, elle, a été entièrement supprimée. Mais il en résulte que cette taxe existe toujours, notamment essentiellement sur les résidences secondaires. Maintenant, du côté des réductions d'impôts, toutes ces choses qui est possible de faire en matière de défiscalisation, et notamment pour l'investissement en PME, hein, la réduction à dite Madelin, PME, FIP, FCPI, certains après groupements forestiers qui sont assimilés. Donc on garde le principe d'une majoration du taux à 25%, puisque celui-ci avait dernièrement été défini jusqu'en 2019 à 18%. Depuis 2020, effectivement, eh bien, la loi de finances porte de nouveau ce taux à 25%. Mais comme vous pouvez le voir sur les écarts de date en dessous, on est toujours soumis à un accord de la Commission européenne. Donc là, comme vous pouvez le voir, en 2020, cet accord était intervenu le 10 août, en 2021, le 9 mai, et en 2022, le 18 mars. Donc ce qui veut dire actuellement que si vous deviez souscrire ou si vous faites un investissement en PME, on n'est qu'à 18% seulement. Donc on peut augurer là que, comme l'an dernier, aux alentours de mars, on aura des nouvelles de la Commission européenne qui permettra d'avoir une majoration de ce taux à 25%. Sachant que c'est pour ça, si vous deviez faire un investissement en PME, essayez d'attendre, si vous êtes sollicité pour ce genre d'investissement. Enfin, vous voyez, nous, c'est même aussi notre politique, hein, on ne vous sollicitera pas avant que le taux soit repassé à 25%, puisqu'on est sur des produits avec un risque et le mieux, c'est quand même d'avoir la meilleure réduction d'impôt possible. Et donc là aussi, jusqu'au 31 décembre 2023, a priori, on verra ce que dira la loi de finances de l'année prochaine, mais là, on n'a pas plus de visibilité que cela et que de base, le taux, je vous dis, il est toujours de 18%, hein. Alors, en matière de réduction Malraux, on avait aussi la réduction de 30%, donc au titre des immeubles situés dans un quartier ancien dégradé ou dans un quartier conventionné, donc nouveau programme national de renouvellement urbain. Donc là, c'était une disposition qui devait prendre fin au 31 décembre 2022, donc elle est prorogée au 31 décembre 2023. Voilà, ça c'est, on est dans les réductions d'impôts pour rentrer un petit peu plus. Donc les autres immeubles éligibles à réduction d'impôt, aucune date de fin de dispositif n'est prévue. Voilà, donc le dispositif Malraux, lui, existe maintenant déjà depuis de nombreuses années. Je vous avoue que j'ai pas eu la curiosité d'aller retrouver le début, mais après c'est juste effectivement ces zones nouvellement créées. Je me rappelle des zones prioritaires à urbaniser ou des choses comme ça. Enfin là, comme vous voyez, le QAD, NPNRU, ce sont euh, des acronymes créés par nos pouvoirs, enfin l'Assemblée législative, pardon, par le pouvoir législatif. Donc à chaque fois, ils vous trouvent une nouvelle zone ou pour restreindre aussi également les zones dans lesquelles vous êtes, enfin, vous êtes susceptible de bénéficier de ce dispositif. Puisque donc toutes ces lois immobilières se sont assainies fortement avec le temps, justement en les dirigeant vraiment dans les quartiers où il y a besoin et où il y a de la demande. Également du côté de la loi Défi-Forêt qui est aménagée et qui est même remplacée. Alors, je ne sais pas s'ils garderont ce nom, mais donc le dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2022. Donc il est remplacé à compter du 1er janvier 2023 par un nouveau régime. Je pense qu'ils l'appelleront le nouveau régime Défi-Forêt. Pour l'instant, je n'avais pas forcément d'appellation plus que cela. Donc à compter du 1er janvier 2023 et donc jusqu'au 31 décembre 2025. Donc là, effectivement, c'est un dispositif sur lequel ils ont décidé de donner une durée, mais qui n'est pas exclu que dans la loi de finances 2026, il soit également reporté. Donc là, essentiellement, c'est on transforme la réduction d'impôt en crédit d'impôt. Alors là, les trois grands types de réduction donc qui se transforment toutes en crédit d'impôt, donc notamment l'acquisition de bois et forêts. Donc un crédit d'impôt de 25%, prix d'acquisition retenu dans la limite de 6 250 euros pour une personne pardon, et 12 500 pour un couple. Auparavant, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était 5 700 et 11 400. Là, on est vraiment dans du dispositif défi forêt, donc de l'achat en direct, puisque les achats en groupement forestier, eux, sont plus considérés comme de l'investissement en PME. Dans ce dispositif, effectivement, il y avait aussi les travaux forestiers, où là, on retrouve le même principe qu'au-dessus.
un crédit d'impôt de 25% avec des travaux dans le plafonné à hauteur de 6 250 euros pour une personne seule et 12 500 pour un couple. Et également la cotisation d'assurance qui couvrant le risque de tempête ou d'incendie. Donc crédit d'impôt de 76%, montant des cotisations versées dans la limite retenue de 15 euros par hectare et de 6 250 euros pour une personne seule et 12 500 euros pour un couple. Voilà sur le dispositif défi forêt. Toujours dans les dispositifs de réduction de crédit d'impôt, notamment Girardin Logement Social, enfin Girardin Logement et Girardin Social. Donc où là on avait un dispositif qui devait prendre fin au 31 décembre 2023 pour la partie logement. Donc là, c'est travaux de réhabilitation et de confort de logements anciens, donc situés dans les collectivités et territoires d'outre-mer, hein, bien sûr. En ce qui concerne qui dit Girardin, dit collectivités et territoires d'outre-mer. Donc ça c'est le logement, et donc le social, la classe était effectivement l'acquisition et la construction de logements destinés à la location ou à une opération d'accession sociale à la propriété. Donc ces deux dispositifs qui devaient prendre fin au 31 décembre 2023 et 31 décembre 2025 sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2029. Pas de grande modification, enfin je dirais pas du tout de modification dans le fonctionnement, si ce n'est toujours une concurrence plus importante sur place, pardon, avec des taux de rétrocession des opérateurs qui sont plus importants, ce qui fait que les taux de rendement de ces produits, de ces opérations Girardin, sont toujours amenés à plus ou moins baisser. Sur la partie industrielle, actuellement, là aussi, c'est un dispositif, donc le Girardin qui existe depuis le milieu des années 80, sous les noms Loi Paul, Loi Ponce, et qui s'est toujours évertué à s'adapter en fonction de la demande qu'il pouvait y avoir dans les collectivités et territoires d'outre-mer. Et notamment, donc cette année, ils ont ouvert le dispositif à l'acquisition et la construction de navires de pêche à La Réunion, puisqu'il y a un fort besoin de renouvellement des bateaux à l'heure actuelle. Et donc là aussi, on avait un dispositif qui devait s'éteindre au 31 décembre 2025, qui a été prorogé au 31 décembre 2029. Donc ça, c'est typique, hein, je vous dis, depuis le milieu des années 80, on a toujours un dispositif qui doit s'arrêter, enfin qui a toujours une date de fin, mais qui est en général toujours prorogé. Alors du côté des crédits d'impôt, il y avait en place un crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal. Donc là, il était jugé plutôt inefficace. Donc le crédit d'impôt au titre de 30% au titre du premier abonnement à un journal, publication périodique ou un service de presse en ligne, donc qui devait encore durer cette année, a été entièrement supprimé. Donc ça n'est plus éligible pour cette année. On a effectivement pour les particuliers un crédit d'impôt pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Alors donc jusqu'à 300 euros, donc est octroyé en faveur de l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans une résidence principale ou secondaire. Là aussi, un avantage qui devait durer encore jusqu'à la fin de l'année, prorogé jusqu'au 31 décembre 2025. Donc là, c'est toujours dans les velléités effectivement d'améliorer le mix énergétique, notamment des voitures. Du côté, alors là je dirais effectivement, il y a assez peu de nouveautés dans cette loi de finances, assez peu de constance, enfin de contenu, pardon, hein, en dehors des quelques petites retouches qui ont été apportées. Et effectivement, la dernière partie sur les dates, notamment que vous serez amené, pardon, à retenir pour cette année. Donc toujours début avril, donc là en l'occurrence le 6 avril, l'ouverture du service en ligne des déclarations de revenus, sachant que plus on avance, plus il y a de choses de pré-remplies. Maintenant, la seule chose que je sais pour ceux qui utilisent le dispositif Girardin, c'est le seul dispositif où il faut être attentif, puisque là, par contre, même si les reports de réduction d'impôt sont connus, puisqu'elles figurent dans votre avis d'imposition de l'année précédente, elles ne sont pas reprises en ligne par le gouvernement. Donc, il faut bien penser quand vous investissez sur ce genre de dispositifs qui peuvent être amenés effectivement à vous occasionner une réduction, un report, pardon, de réduction d'impôt, hein. C'est le seul dispositif, hein. Tous les autres dispositifs de défiscalisation, si vous avez fait trop de réduction de crédit d'impôt, enfin de réduction d'impôt, pardon, elle est perdue. En l'occurrence, le dispositif Girardin est le seul dispositif de réduction d'impôt qui, lui, est reportable. C'est-à-dire la partie non utilisée cette année, vous pourrez l'utiliser l'année suivante et ce pendant les 4 années qui suivent. Maintenant, tout le reste, crédit d'impôt, ça vous est remboursé.
Et donc, toujours dans la même veine, les dates limites pour les départements, donc les départements donc le l'Ain, le 19, je n'ai plus en tête, le 23 mai 2023, 30 mai 2023 pour les départements de 20 à 54, et le 7 juin 2023 pour le reste du pays, effectivement, sachant que pour on a toujours la possibilité de faire une déclaration papier avec potentiellement une amende forfaitaire qui, je pense, est encore très faible, aux alentours de 30 euros, j'aurais dit. Donc ça, on a une date limite le 18 mai. Donc c'est amende sur laquelle vous n'êtes pas tenu si vous n'avez pas de connexion Internet à votre domicile. Et puis bon, je vous avouerai que j'ai pas encore vu de contribuable qui déposait des déclarations papier être vu appliquer cette amende forfaitaire. Voilà, effectivement, les avis d'imposition, toujours même principe, hein, le mois d'août, sont envoyés au mois d'août. Donc là, voilà, je vous ai fait juste un petit calendrier, notamment par rapport au prélèvement à la source. Donc là, si vous ne faites pas, enfin, si vous n'avez pas de forte variation de vos revenus, de changement de situation, qui occasionnerait la possibilité de demander une modulation de ce taux de prélèvement à la source, eh bien, sachez que de janvier à août 2023, c'est l'application du taux qui est calculé sur vos revenus de 2021 que vous avez déclaré l'an dernier. Et que, effectivement, ensuite, alors là, oui, j'ai remis au plus tard le 1er mars l'avance d'une partie des réductions au crédit d'impôt à hauteur de 60% au titre des dépenses réalisées en 2021. Donc là aussi, vous voyez, il y a toujours ce côté décalage, puisque les données en 2023 qui servent, c'est celles de la déclaration que vous avez faite en 2022, soit des revenus 2021. Alors là, en l'occurrence, c'est les réductions au crédit d'impôt qui font l'objet d'une avance. Vous retrouvez tout ce qui est dons, tout ce qui est des réductions Pinel, Cellier, toutes ces choses-là. Et en matière de crédit d'impôt, c'est essentiellement l'emploi salarié à domicile, les frais de garde, voilà, toutes ces choses-là qui font l'objet d'une avance. Tout le reste, tout ce qui est réduction et crédit d'impôt que vous pourriez engranger via des dispositifs fiscaux que j'ai pu vous énoncer auparavant, eux ne font pas l'objet d'une avance. Et eux font l'objet juste d'une régularisation au mois de août-septembre en fonction des dates qui pourront être déterminées pour le paiement de ce remboursement. Donc voilà, effectivement, on va toujours mettre jour à la déclaration. Et là, ensuite, suite donc à votre déclaration, au mois d'août, vous recevez votre avis d'imposition. Donc, le paiement du solde de l'impôt est étalé sur les 4 derniers mois de l'année s'il est supérieur à 300 euros. En dessous de 300 euros, vous le paierez en une seule fois. Ou sinon, effectivement, si, de par les réductions et crédits d'impôt que vous avez, c'est l'État qui vous doit de l'argent, la restitution vous est faite dans le courant du mois d'août. Et donc, la communication aux contribuables et aux collecteurs de taux, les taux calculés sur les revenus, effectivement, alors j'ai oublié -1, donc là ce sera 2022. Donc c'est là, effectivement, au mois d'août, où avec la publication de votre avis d'imposition, votre nouveau taux de prélèvement à la source est déterminé et le fisc l'envoie à votre employeur ou aux caisses de retraite, si vous voulez, pour effectivement, dès le mois de janvier, que d'ailleurs il y a une erreur, c'est de septembre à décembre 2023, donc l'application du taux qui est calculé sur les revenus 2022 qui ont été déclarés en mai 2023. Pour les retenues à la source et les acomptes, bien sûr. Alors, ce qu'on appelle acompte, hein, c'est pour en cas de prélèvement de revenus fonciers, pardon. Puisque là, vous avez, en matière de revenus fonciers, quand vous avez des biens en location indirecte, vous n'avez pas d'organisme de collecteur, si vous voulez, pour toutes ces taxes. Donc, c'est prélevé directement sur votre compte. Et en l'occurrence, on a d'un côté les acomptes pour l'impôt sur le revenu et de l'autre côté les acomptes pour les prélèvements sociaux. Et là, tout ça, donc tout régularisé dans l'avis d'imposition. Alors, en complément de ce que j'ai dit tout à l'heure, justement, le changement, la modulation ramenée du taux de prélèvement à la source, où une variation de 10% était autorisée auparavant, qui baisse à 5%. Alors, effectivement, attention, en cas de modulation abusive, des pénalités sont dues si le montant modulé s'avère inférieur à 5% du montant initialement applicable, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire que vous demandez une baisse de 10%, et elle n'aurait dû être que de 3%. C'est ce cas-là où, effectivement, il est possible qu'on vous demande une pénalité. Maintenant,
il y a toujours moyen de prouver sa bonne foi d'erreurs de calcul. Parce que, effectivement, alors sachez que tout au long de l'année, si vous avez plusieurs changements dans la même année, vous pouvez comment dirais-je, le saisir et moduler ce taux, effectivement. Ça, c'est faisable tout au long de l'année. Maintenant, bon, en fonction si vous avez pu le faire ou pas le faire, voilà, il sera, je pense, assez facile de prouver sa bonne foi dans ce genre de situation. Alors, c'est ce qui termine effectivement ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, en résultat, en dehors de la revalorisation de 5,4% de tous les barèmes et autres, je dirais, c'est assez peu consistant en matière de nouveautés. Donc, c'est aussi la volonté des pouvoirs publics d'essayer de maintenir je dirais un environnement fiscal assez stable. Voilà, pardon. Alors, on va pouvoir passer aux questions, sachant que tous ces dispositifs sont plutôt, je dirais, bien régis par des textes que je ne connais pas forcément par cœur. Donc, il ne sera pour moi pas toujours forcément évident et aisé en dehors de l'impôt sur le revenu, à vous répondre à vos questions, justement, parce que là, je vois sur la taxe sur les logements vacants, sur quelle assiette. Là, je vous avouerai, c'est juste, j'ai voulu vous dire, l'assiette, je la connais pas du tout. Hein. C'est pas des taxes qui sont amenées sur lesquelles ils font l'objet, nous, de notre activité, de notre environnement, où nous, c'est essentiellement sur impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière. C'est vraiment les impôts sur lesquels on a un petit peu plus d'expertise, puisqu'on est amené à pouvoir les optimiser. Donc là, malheureusement, je ne sais pas vous répondre. Est-ce que j'ai... Alors, la date des envois d'avis d'imposition, en règle générale, c'est pas forcément fixe. Ça peut dépendre ça dépend d'une région, d'un département à un autre. On a même vu cette année quelques départements, enfin c'est tous les ans, il y a des départements qui ont des soucis et qui font que l'envoi des avis d'imposition est fortement décalé. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous ne le recevez pas, enfin si vous ne l'avez pas encore reçu forcément papier, regardez sur votre espace particulier des impôts. Hein, vous allez voir que vous retrouvez cet avis d'imposition, même si vous ne l'avez pas encore reçu papier, ou même qu'il ne vous sera pas envoyé parce que vous avez coché ne plus recevoir je dirais pardon, d'avis d'imposition papier. Effectivement, vous le consultez, vous le téléchargez en ligne plutôt que les dates d'envoi, hein, si vous voulez. Alors, je fais le tour du chat. Bon, a priori. Alors, j'ai une question notamment jusqu'à combien une mère ou un père peut-il faire en don manuel à son enfant? Alors là, enfin, après, effectivement, qu'est-ce que vous appelez? Est-ce qu'il y a pension alimentaire où là, c'est le montant alors, je vais vous retrouver la feuille, la page, donc sur le montant, parce qu'après, vous avez le côté donation, hein, un don manuel, vous avez différents dispositifs, le don de somme d'argent, voilà, mais vous avez aussi, et ça, c'est pas, c'est plutôt, c'est des dons qui vont être exonérés. Hein. L'idée, c'est d'utiliser les montants d'exonération de droits de mutation. Hein. C'est quand vous faites un don, vous avez des droits. Maintenant, on parle plutôt, je pense, de dépenses ou, je dirais, d'argent pour le quotidien de vos enfants. Donc là, c'est les fameux, donc ils sont ici, 6 368 € pour le rattachement d'un enfant. Quand vous rattachez votre enfant, vous pourrez déduire jusqu'à 3 668 € je vous dis, l'appellation c'est pension alimentaire, mais c'est des charges et autres que vous êtes amené à dépenser pour votre enfant. Ça aussi, c'est un montant qui a été revalorisé de
de 5,4%. Alors, on me met qu'en est-il de la fiscalité boursière? Bon, aucun changement. Aucun changement, toujours la même, hein. Possibilité d'intégrer ou non au barème. Et puis 19% de taux sur les plus-values. Non, je dis des bêtises, pardon. J'ai un doute. Tellement. Mais non, non, il y a là sur. Les modifications importantes, elles sont là. Tout le reste, il n'y a rien qui change. Donc, vous êtes toujours amené à. Alors, j'ai une question sur la CSG déductible, notamment si le choix de l'IR est fait. Alors oui, ça c'est obligatoirement de toute façon pour que la CSG soit déductible l'année suivante pour en matière de revenus du patrimoine, hein, qui sont plus-values et autres. Il faut obligatoirement que ça soit que les revenus aient été soumis au barème de l'impôt. Si ils sont soumis à la flat tax, la CSG qu'il y a dans la flat tax, elle, n'est pas déductible l'année suivante. Et donc, vous pouvez déduire de vos revenus, enfin, vous pouvez déduire, vous déduisez de vos revenus de l'année suivante, c'est 6,8%. Sur les 17,2%, enfin la CSG, non, c'est 9,5% de mémoire, 9,5% de CSG, vous avez 6,8% qui sont déductibles l'année suivante. Voilà. Et ça, c'est uniquement lorsque vous soumettez vos revenus au barème. Si les revenus sont soumis à la flat tax, pas de CSG déductible. Alors, je regarde hein, toujours le chat, c'est les questions. Et notamment, j'ai une question alors sur le. On parle de l'ISF, donc maintenant ça s'appelle l'IFI, hein, l'impôt sur la fortune immobilière. Et là, non, il n'y a pas eu de. Comme pour la contribution sur les hauts revenus, il n'y a pas du tout de revalorisation des tranches, pardon, hein. Donc ça démarre à 1,3 million, toujours, et donc à hauteur de 0,7%. Alors, j'ai une question également. Alors, attendez, bougez pas. Alors, j'ai une question oui, sur la transmission. Alors là, c'est les barèmes des droits de mutation à titre gratuit, hein, ça n'a pas changé, hein. On a toujours 100 000 euros d'abattement tous les 15 ans sur lequel vous n'avez pas de droit. Et sinon, alors je ne l'ai pas là, mais voilà, vous avez un barème avec des tranches où en majorité vous allez vous placer dans la tranche à 20%. Mais oui, enfin, vous pouvez transmettre tout ce que vous voulez de votre vivant à vos enfants, hein. Maintenant, effectivement, c'est conditionné au paiement de ces droits de mutation à titre gratuit. Alors, une question plus technique. Alors, si aucun retrait n'est effectué, est-ce que les plus-values sur le PEA apparaissent sur les flux? Eh bien, non. Non, non, le PEA, vous occasionnez une fiscalité euh, au niveau du PEA uniquement quand vous faites un retrait. Quand vous faites des achetés vendus dans cette enveloppe, pas de fiscalité, il n'y a rien à déclarer. C'est la même chose que pour l'assurance vie. C'est exactement la même chose aussi, ça sera la même chose pour le PER.
Ce sont des enveloppes fiscales, effectivement, et à partir du moment où vous ne prenez pas de fonds, si vous voulez, vous ne sortez pas de fonds de cette enveloppe, eh bien, vous n'avez pas de, comment dirais-je, de fiscalité, pardon, effectivement, à déclarer notamment dans votre déclaration. Alors, est-ce que les revenus fonciers SCPI sont déclarés à la source par les sociétés de gestion? Alors, non. Non, 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 effectivement. Alors, ce que vous pouvez retrouver, qui est issu des revenus que vous percevez des SCPI notamment, c'est la partie revenus fonciers, financiers, pardon. Puisque elle, la partie des revenus financiers, a fait l'objet déjà d'un prélèvement. Par contre, la partie des revenus fonciers, elle, n'a pas fait l'objet de ces prélèvements, si vous voulez. Ça, c'est l'impôt que vous payez par des prélèvements directement sur votre compte. Donc, en l'occurrence, là, on a toujours une déclaration avec un IFU à bien déclarer dans la 2044. Il n'y a pas de pré-remplissage, il n'y a pas voilà, de déclaration à la source, ce genre de choses. Alors, j'ai idem pour le CTO, je pense que c'est la question sur les plus-values. Là, par contre, non, un compte titre n'est pas une enveloppe fiscale. Donc, c'est au moment où vous constatez, enfin, vous faites une vente, effectivement, que vous allez devoir déclarer votre plus-value. Donc, c'est pour ça, c'est ce qui fait l'objet d'un envoi, ce qu'on appelle un IFU, un imprimé fiscal unique, que vous recevez chaque année et que vous devez effectivement déclarer dans les cases, notamment les plus ou moins values, dans les cases de 3VG, 3VH de mémoire. Alors, je fais quelques recherches. J'ai pas pris mon précis de fiscalité, mais notamment donc en matière de. Parce que là, j'ai toujours la question sur le don manuel. Donc, en l'occurrence, je vous dis toutes ces choses-là, tout ce qui est donation, tout ce qui est succession, il n'y a pas eu de changement. Il y a pas ça fait pas l'objet de révision dans la loi de finances. La loi de finances, c'est tout ce qui se passe au niveau de l'impôt sur le revenu. Donc c'est pour ça que sur ces questions-là, j'ai pas forcément plus de précision. Enfin, vous n'avez pas vu de choses dans la plaquette. Mais à la limite, enfin, ça, vous retrouvez ces informations-là sur Internet, hein. Alors, j'ai une question sur pouvez-vous revenir sur la réduction d'impôt dans le cadre d'un logement ancien? Alors là, je ne vois pas trop ce dont vous parlez, puisque là, moi, donc là, j'ai essentiellement évoqué des dispositifs, hein. Donc, c'est des dispositifs qui sont sur lesquels vous avez des, des, euh, comment dirais-je, des lois qui précisent bien toutes ces choses-là, notamment dans le fonctionnement, dans la réduction d'impôts. Mais euh, là, il faut préciser la question, je ne peux pas y répondre, malheureusement. Alors, je continue de faire le tour des questions. Je ne veux pas vous prendre plus de temps. En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté comment dire, à ce webinaire. Alors, au vu des questions, je pourrais t'amener à compléter l'année prochaine ou peut-être en faire un en cours d'année, mais rappeler toute cette fiscalité des particuliers, hein, notamment parce que je vois que j'ai eu des questions autour des dons. Donc là, effectivement, vous avez plusieurs choses qui se chevauchent. Vous avez les dons traditionnels, vous avez ce qu'on appelle le don manuel, vous avez plein de choses, effectivement, sur lesquelles on pourrait t'amener faire une précision dans le prochain. Dans un prochain webinaire, sachant que jeudi, donc pour ceux qui sont intéressés, on a un webinaire à 15h30 sur l'assurance vie. Notamment, on va effectivement, je dirais là, aller dans l'explication du fonctionnement et de ce que c'est qu'un contrat d'assurance vie. euh, pour effectivement, si vous avez des questions là aussi sur l'assurance vie, donc n'hésitez pas à participer, à nous envoyer vos questions. Eh bien, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une excellente après-midi et une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.